Eh oui, je sais, c'est formidable, c'est original, et c'est bien normal, car je suis Jimi Hendrix. Vous vous dites, on ne le reconnaît pas du tout. Eh bien ça aussi, c'est normal. Il y a plusieurs décennies, j'ai pris la décision de me faire dépigmenter et de venir vivre dans un petit quartier tranquille en France, de façon à bénéficier des privilèges de l'homme blanc occidental. Vous vous dites, c'est un énorme dossier qu'il est en train d'ouvrir pour nous. Il fait son coming out, Jimi Hendrix. Pas du tout. Aujourd'hui, je veux vous parler non pas de l'arme de demain, comme le disait Jean-Louis Aubert dans La bombe humaine, je veux vous parler des Eagles of Death Metal, le groupe qui était sur scène lors des carnages du 13 novembre au Bataclan. Je pars d'une hypothèse, c'est la suivante. He had a big smile on his face. Really? I just can compare him to a child, a 14-year-old child playing Call of Duty or something like that. They told us if you shut your mouth, we don't kill. Where are the Americans? Vous avez entendu, cette survivante explique que les assaillants ont dit si vous vous taisez, on ne vous tue pas. Où sont les Américains? Il est bien évident qu'ils étaient là pour tuer, mais qui sont ces Américains? Et en fait, cette phrase a focalisé en moi un ensemble d'éléments que j'avais réunis, des éléments épars, à propos des Eagles of Death Metal. Et là, forcément, je me suis dit, tiens, et si réellement les Eagles of Death Metal étaient aussi, en plus de leur public, étaient aussi la cible. À l'appui de cette hypothèse, je vais vous dérouler un certain nombre d'arguments, de faits. Mais alors attention, je n'irai pas plus loin dans cette direction. Je ne veux pas ajouter un délire de plus à tout ce qui a été dit, soit dans la version officielle, soit dans la version non officielle. Sur du sang et sur autant de souffrance, il n'est pas question de rajouter encore quelque chose. Considérez cela comme un hommage également à ces victimes qui, comme moi, étaient des fans de rock. Enfin, le rock, c'est un monde à part. Hein. Tu peux te suicider à n'importe quel moment. Et vous le savez forcément, ce n'est pas que de la musique, c'est aussi des signes, des hypothèses qu'on fait entre amis autour d'une table de café. Ça, c'était dans l'ancien monde avant le Covid. On se demande pourquoi les Pixies, par exemple, parlent de soucoupes volantes, de sujets futuristes, pourquoi le Velvet Underground s'appelle ainsi. Eh bien, ce qui va suivre, c'est un peu ce genre de conversation à bâton rompu qui ne prête pas beaucoup à conséquence. Une autre hypothèse, en plus de ce qu'a dit la jeune fille, c'est que Jesse Hughes a été dans une vie antérieure communicant et journaliste. Donc tous les éléments qui ont été publiés et qui racontent une histoire à propos des Eagles of Death Metal ont été bien réfléchis par Jesse Hughes. Il sait comment faire une narration. C'est un professionnel. Jesse Hughes pose un personnage, celui du white trash, le petit blanc complètement déjanté, qu'on retrouve partout dans la littérature américaine, mais maintenant aussi en France. Par exemple, dans Les Simpsons, le white trash, c'est ce type, je ne sais plus comment il s'appelle, qui roule dans une Ford Gran Torino et qui a un serpent tatoué sur le bras. Jesse Hughes et les Eagles of Death Metal étaient donc la caricature d'une bande de white trash que leur public, eux, par contre, des bobos du tertiaire, des gens progressistes, adoraient regarder. Ils avaient ensemble une culture commune qui leur permettait de faire de l'ironie, et cette ironie s'exerçait à l'égard des vrais white trash, des vrais gros blaireaux blancs américains, ceux de la Bible Belt, hein, la ceinture de la Bible. Mais eux faisaient ça dans leur salle, à eux, dans les grands centres urbains américains, et tout particulièrement en France et en Europe, car les Eagles of Death Metal n'ont jamais été immensément connus avant le Bataclan aux États-Unis, et par contre, ils faisaient l'essentiel de leur chiffre d'affaires en tournant dans nos salles subventionnées à nous, avec le tampon des inrecuptibles. On rentre directement dans le vif du sujet. Jesse Hughes a laissé passer un certain nombre d'éléments, en voici quelques-uns. Il a, depuis très longtemps, puisque le groupe a démarré aux alentours de 98-99, il a depuis très longtemps
expliquait qu'il était le fils d'un musicien qui était là au début, si ce n'est par la suite, mais en tout cas qui était là au début d'un groupe de Caroline du Sud, le Marshall Tucker Band. Écoutez plutôt. Les groupes de rock sudistes tricotaient très sévèrement à la guitare, et quand on prétend être le fils de quelqu'un du Marshall Tucker Band, c'est un peu comme si vous étiez le fils de Lynyrd Skynyrd ou de ZZ Top, c'est-à-dire cette scène sudiste des années 70 qui a très rapidement été taxée, et surtout aujourd'hui taxée de racisme, de privilèges blancs. À le soutenir, puisque 90% des républicains sont favorables à la candidature et soutiennent les politiques de Donald Trump. Ce sont beaucoup les chrétiens. Je crois qu'on a beaucoup sous-estimé, pas que les évangélistes, les catholiques, les chrétiens, les presbytériens. Une étude récente vient de montrer qu'ils sont plus racistes que les autres. Bref, les grands blaireaux héritiers de l'esclavage, hein, enfin des bénéfices de l'esclavage. Donc ça, c'est un premier élément. On a appris par la suite aussi que Jesse Hughes, c'est ce que je disais en introduction, avait travaillé comme journaliste et communicant. Ce qui d'ailleurs peut surprendre parce que il a l'air tellement analphabète et teubé que bon, on serait loin de penser qu'il a eu une carrière dans le tertiaire. Alors ce qui est intéressant, c'est de noter qu'il a laissé passer l'information, qu'il faisait ce travail au service d'un sénateur républicain. Alors là, on se dit, oh putain, c'est un vrai de vrai, c'est un patriote, c'est un dur de dur. Alors, ce sénateur républicain, il s'agit de Sonny Bono. Là encore, écoutez. Et oui, là, on est très loin de François Fillon. On est bien aux États-Unis, dans la dinguerie totale. On peut passer donc de ce groupe, Sonny and Cher, à sénateur Sonny Bono. À noter également que Sonny Bono a été touché dans sa vie familiale par la dinguerie LGBT américaine, puisque sa fille est devenue un homme. Ensuite, Jesse Hughes nous a bien expliqué que le début de sa carrière avait été, de sa rédemption peut-être, de son ascension sociale, le début de sa carrière avait été motivé par le fait qu'il avait découvert sa femme dans un lit avec une autre femme. Sa femme était devenue lesbienne, au minimum bisexuelle. Et là, il en a donc conçu une véritable dépression, et c'est en allant se réfugier chez son ami Josh Homme, qui était leader du groupe Queen of the Stone Age, c'est en allant se réfugier chez ce bon camarade qu'il a petit à petit effectué sa transformation en tant que white trash. Alors lui, il a décroché du tertiaire et il est passé dans le monde des blancs crasses. Alors il aurait pu à ce moment-là changer complètement de voie et se marier avec une adhérente de Civitas et verser dans un catholicisme qui aurait été aussi une forme d'élévation. Non, pas du tout. Il a persisté. Et la femme suivante dont il nous a parlé, c'est celle qui était d'ailleurs présente lors des événements du 13 novembre, sa femme Tuesday, qui est une ancienne actrice porno. Ensuite, Jesse nous explique qu'il prenait, en tout cas, je ne sais pas où il en est maintenant, énormément de drogue, et tout particulièrement du speed, ce qui est une bonne drogue de prolo qui doit décharger des camions pendant 12 heures d'affilée. Et quand il manquait d'amphétamine, il allait s'en procurer dans des clubs gays. Ce n'est pas à nous, journalistes sportifs, de divulguer qu'il fréquente la boîte gay, le fucking Blue Boy. Ah bon. Tout à fait. Cela ne nous regarde pas. Ce qui n'est pas très catholique d'une certaine façon. Il n'a eu de cesse d'expliquer qu'il était un conservateur.
anti-avortement tout particulièrement, est membre de la New Rifle Association, la NRA. That's right. We're the good guys with guns they talk about, and we're NRA members too. We're back with an important message to make you understand how insane Joe Biden's gun control plan is and what's really. Dans cette histoire, le nom du groupe, Eagles of Death Metal, ce nom est essentiel. Il est essentiel et tout le monde en comprend la signification aux États-Unis, que ce soit dans le public du groupe ou dans le grand public. Tout le monde comprend cette signification. C'est une métaphore du logo de la National Rifle Association. Excusez-moi pour mon américain. Regardez ce logo. Vous avez l'aigle, et entre ces serres, vous avez le métal de mort. Ce sont ces flingues. Donc voilà, quand on s'appelle les aigles du métal de mort, on fait évidemment référence à cette association qui compte quand même dans ses rangs de 6 à 7 millions d'adhérents. Association qui milite pour le droit de porter et de circuler avec des armes, et association qui est systématiquement remise en question à chaque fois qu'il y a un massacre de masse aux États-Unis, et vous le savez, il y en a régulièrement de ces atrocités. Donc Jesse Hughes, dès le début, a choisi non pas de contester, c'est pas Bob Dylan, c'est pas les années 60, il n'a pas choisi de militer pour, comme le font de très sérieux chanteurs country qui, eux, sont vraiment issus du grand public américain. Il choisit, lui, d'être la marionnette, la poupée vaudou avec laquelle son public progressiste, quasiment tout le temps justement contre les armes, c'est un thème de tous les démocrates depuis longtemps, donc il s'amuse à être la marionnette vaudou de son public. Il est celui qui transgresse pour ceux qui n'osent pas transgresser. C'est un jeu extrêmement sulfureux. Les aigles du métal de mort, regardez encore le logo, l'aigle, le métal de mort dans les griffes. On commence vraiment à rentrer dans des jeux qui sentent la poudre. Jesse Hughes, sur ce point, là je veux bien le croire, c'est de l'authentique, est un fan d'armes. Un de ses labels soi-disant indépendants, mais très rapidement derrière, vous arrivez dans les grandes multinationales, qui elles ne font pas de morale. Un de ses labels, c'est Gun Records. Donc là, je pense qu'il affiche la couleur. Alors, c'est intéressant parce que le sujet de l'authenticité dans ces narrations est fondamental. Et de la radicalité également. Monsieur faisait triper son public en étant encore plus authentique, en étant encore plus enraciné. Et il était bien sûr encore plus radical, parce que son public, quand il allait bosser sur ordi pour une compagnie d'assurance, ne pouvait certainement pas se permettre toutes les extravagances de cette petite poupée qu'était Jesse Hughes. La radicalité et l'authenticité dans les narrations sont extrêmement importantes. Cela signifie qu'il y a celui qui se prétend investi, moi par exemple, et vous. Et quand cette narration est bien fermée, vous êtes enfermé dedans. Quel autre élément a laissé passer Jesse Hughes pour nous expliquer qu'il était un blanc crasse allumé? Il y a tout particulièrement, ça c'était très légèrement avant le lancement de la tournée qui les a menés, hélas, au Bataclan. Il a expliqué qu'il avait été ordonné prêtre, ou en tout cas révérend. Alors là, ça renvoie à toute une tradition de prêcheurs fous. The only man who ever reached me was the son of a preacher. Vous vous rappelez de cet extrait de la bande originale du film Pulp Fiction. Il me semble que c'était Dusty Springfield, une super nana. Bon, en tout cas, lui expliquait qu'il était devenu révérend, et c'était l'occasion d'une scène assez incroyable, puisqu'ils ont tourné un documentaire avant le lancement de la tournée. Ce documentaire, tenez-vous bien, s'appelait... Là, il commençait à jouer sérieusement avec le feu. Ce documentaire s'appelait « La rédemption du diable ». Et ils y avaient mis, lui, Jesse Hughes, y avait mis, ainsi que les producteurs, cette scène où on le voit débarquer avec un costume noir, avec le col de clergyman, en train d'effectuer la cérémonie de mariage d'un couple d'amis. C'était une véritable singerie. C'était quelque chose de grotesque. C'est une parodie de quelque chose de sacré. Jesse Hughes
en train d'invoquer Dieu et d'investir avec toute une prétendue spiritualité l'union d'un homme et d'une femme. Si vous voulez, allez lire L'amour en Occident de Denis de Rougemont. Donc il a fait passer l'idée qu'il était un révérend. Ça renvoie évidemment aussi au révérend complètement fou de La Nuit du Chasseur, hein, bien évidemment. H-A-T-E. It was with this left hand that old brother Cain struck the blow that laid his brother low. L-O-V-E. You see these fingers, dear hearts, these fingers has veins that run straight to the soul of man. The right hand, friends, the hand of love. Je reviendrai dans quelques instants sur cet épisode-là de Révérend. Le nom des Eagles of Death Metal, cela vient compléter cette narration. Je dirais même que ça la maximalise, et là le jeu est vraiment évident entre Jesse Hughes et son public. Depuis le massacre du Bataclan, l'explication à propos du nom du groupe a changé. Les pages Wikipédia, c'est fait pour ça. Ça a été transformé. Depuis quelques années, il est dit sur la page des Eagles of Death Metal que leur nom viendrait d'une conversation rigolote où ils parlaient d'un groupe polonais qui s'appelle Vador, un groupe de métal, je pense, peut-être de death metal évidemment, et donc il aurait dit, Jesse, ah ben ce sont vraiment les aigles du death metal. Ne croyez pas un mot de cette explication, c'est ce qu'on appelle en communication un contre-feu. En fait, les Eagles of Death Metal, ce nom, c'est une moquerie évidemment entre bobos à propos du groupe le plus vendeur aux États-Unis et plus que Michael Jackson, The Eagles. Les Eagles qui ont vendu 26 à 28 millions de l'album Hotel California, et ils ont une compilation Greatest Hits. Je crois que là, ils en ont vendu 34-35 millions. Donc, tous les Américains connaissent les Eagles et apprécient cette musique moelleuse, raffinée et variété. Alors, quand on décide de s'appeler Eagles of Death Metal, les aigles du death metal. Hein. Au début, il y a une référence évidemment à un style de musique qui est tout à fait le contraire de celui des Eagles. Donc, quand on fait référence aux Eagles of Death Metal, les superstars, on se positionne un peu comme un groupe underground par rapport à l'oligarchie du rock. C'est exactement la même chose qu'a fait son meilleur ami qui joue de temps en temps dans Eagles of Death Metal, Josh Homme. Celui-ci avait depuis longtemps un groupe qui s'appelait les Queens of the Stone Age, qui signifie en gros les tarlousses de l'âge de pierre. C'est un jeu de mots sur la signification de Queen qui veut dire tentouse, et puis c'est également un jeu de mots par rapport à ce méga groupe, celui de notre ami Freddie Mercury que j'aime tout particulièrement, The Queen. Vous noterez que les Reds ont eu la sagesse de ne garder de Bohemian Rhapsody que la première partie de la compo. Ils ne sont pas embarrassés de la partie opéra rock, pendant laquelle Freddie Mercury braillait si fort qu'il s'auto-handicapait le gros colon. Qui a écrit ces conneries? Il est viré de l'émission directement. Donc voilà, vous voyez comment ça fonctionne. Donc les Eagles of Death Metal, ça pourrait aussi signifier les Brassens de la partouze. C'est quelque chose qui n'existe pas. Et donc c'est un jeu entre le groupe, un jeu d'ironie, et le public. Mais il y a une troisième explication, et celle-là elle est intéressante également. Les Eagles of Death Metal font référence à l'avion superstar de l'armée américaine et israélienne aussi. L'avion, c'est le F-15 McDonnell Eagle. Donc, quand on dit qu'on s'appelle les Eagles of Death Metal, les aigles du métal de mort, là pour le coup, on fait directement référence à ces chasseurs hyper sophistiqués et à leur armement qui sert à bombarder les pays envahis. C'est donc une moquerie, une moquerie qui fait référence au patriotisme aux États-Unis, qui fait référence aux millions et millions d'Américains qui, comme un seul homme, se rangent derrière la famille Bush et n'en ont rien à foutre de ce qui se passe sous le tapis de bombes en Irak et en Syrie.
Les avions Eagles, on en a parlé pendant des décennies, tout particulièrement depuis le 11 septembre, les tirs ciblés, les raids aériens, les Américains en ont été abreuvés. Donc si vous voulez, le public de Eagles of Death Metal comprend tout de suite de quoi il s'agit quand il entend ce nom. Dans les années 2000, il y a eu un chanteur country patriote. Alors là, c'est vraiment le bonhomme USA total. Il s'appelle Toby Keith. C'est un chanteur de country. Et c'est marrant d'ailleurs de comparer sa stature à celle de Jesse Hughes. C'est-à-dire que c'est un mec énorme. Vraiment, c'est un gros morceau de barbac. Et c'est un patriote. Il a été en Irak, soutenir l'armée, etc. C'est vraiment Alors le mec ne fait... Évidemment, c'est comme toujours aux États-Unis, ils ne font jamais vraiment de politique. En tout cas, il a bien laissé passer, lui, qu'il allait soutenir les boys. Il a été faire des concerts en Irak. Et c'est le drapeau bleu-blanc-rouge américain à tous les étages et partout. Et quand vous comparez, Jesse Hughes, c'est un peu une espèce de freluquet. Toby Keith, lui, a soutenu Trump jusqu'au bout. Il était d'ailleurs présent lors de l'inauguration de la Maison-Blanche aux côtés de Trump. Par contre, Jesse Hughes, qui prétendait, dans le saupoudrage, dans sa narration, qui prétendait être plutôt trumpiste, mais ça, on parle des années 2008-2010, à partir du Bataclan, il a compris où était son intérêt, surtout quand il s'est pris le milieu culturel européen sur la gueule, et qu'on a commencé à le boycotter pour certaines de ses déclarations. Donc voilà, vous avez compris le nom Eagles of Death Metal et ce que cela signifie. Il me reste à vous parler du jeu entretenu dans cette narration avec le diable. Le petit white trash est censé être quelqu'un qui a un christianisme dévoyé et qui peut assez rapidement verser dans l'occultisme. Alors c'est là où il faut que je revienne sur cette église Church of Life, Universal Church of Life. On vous mettra ça en incrustation. Parce que je me suis dit, qui a ordonné révérend Jesse Hughes ? En fait, il s'agit d'une organisation qui remonte aux années 50 et 60. Alors je cherche dans mes petites notes là, parce que là je voudrais vraiment pas me tromper. Et cette organisation soi-disant religieuse a été fondée par un certain Kirby G. Hensley. Et à ma grande surprise, quand je suis allé sur le site, je me suis rendu compte qu'on ordonnait révérend ou prêtre, appelez ça comme vous voulez, un peu n'importe qui. Vous pouvez être chrétien, vous pouvez être bouddhiste, vous pouvez pas être musulman, curieusement, mais vous pouvez par exemple être adepte de la religion, la fausse religion Wiccan. Et là, vous êtes totalement dans la sorcellerie et dans l'ésotérisme occidental. J'ai eu d'ailleurs la surprise de voir que Paul McCartney, qui a été à certains moments accusé d'ésotérisme avec la chanson Helter Skelter, Paul McCartney était présent et a été ordonné prêtre via cette organisation, mais également Lady Gaga. C'est un truc à l'américaine, il n'y a pas besoin de catéchisme, pas besoin d'élévation spirituelle. Vous envoyez votre code de carte de crédit et vous recevez en échange le document qui vous permet de célébrer, là en revanche tout à fait légalement, hein, il s'appuie sur des articles de la loi américaine, vous pouvez marier ensuite qui vous voulez. C'est souvent l'occasion de créer une société qui vous ramène du fric. Là, on est dans le diabolique, hein, le pognon. Et donc, vous pouvez, par exemple, devenir conseiller conjugal ou être traiteur pour les cérémonies, vendre les costumes. Ça fait partie d'un ensemble. C'est d'ailleurs des costumes complètement grotesques que Jesse Hughes a commandé sur le site et que l'on voit dans le film La Rédemption du Diable. Kirby G. Hensley, à un moment donné, dans les années 60, a prétendu qu'il était le roi de Aqualand. Je ne sais pas si vous voyez le délire, et en même temps, il s'est présenté aux élections en 64. Donc je pense que c'est après l'assassinat, par qui ça on ne le saura jamais, encore un dossier du complotisme, après l'assassinat de Kennedy. Donc dans les lyrics
et dans plein de déclarations, il y a des références au diable. Chanson Speed Demon. Je le prétends, les démons couraient en moi. J'ai honte de dire que j'étais l'un d'entre eux. Il y a une autre chanson qui s'appelle Try Me Blob, où il est également fait référence aux démons. Il y a une chanson qui s'appelle Flames Goes Higher, si je me souviens bien, les flammes grandissaient, ce sont les flammes de l'enfer. Chase the Devil, je vais chercher une femme qui m'aidera à chasser le diable. Oui, chasser le diable. Et puis, il y a finalement cette terrible chanson, elle est véritablement terrible, et on n'en a pas assez parlé. Vous savez, moi, je ne crois pas du tout que le diable est un grand fourchu. C'est beaucoup plus... qui serait là comme ça, quoi, qu'on peut invoquer. C'est beaucoup plus complexe. Le démon est une équation à des milliards d'inconnus, et à un moment donné, comme disent les Américains, things happen, les choses arrivent. Attention à ce que l'on fait avec ces signes-là. Attention aux narrations fermées. Vous voyez, moi, je joue régulièrement les white trash avec mon émission Pavillon de chasse, mais je peux aussi dégainer, par exemple, un bouquin, Barbé d'Orvilly, écrivain catholique, dans lequel d'ailleurs, là ce sont des chroniques littéraires, dans lequel il défonce entièrement Flaubert, des combats de titans, rien à voir avec les Eagles of Death Metal. Donc attention à ce que l'on fait avec ces narrations, attention à laisser les portes ouvertes, attention à laisser l'évolution possible, évidemment en direction des forces d'amour. Donc cette chanson, Kiss the Devil, je vous en donne le texte, c'est une invocation. L'énergie de ce texte est véritablement statique, ça se répète comme une logorée. Il n'y a pas dans cette économie de texte de possibilité d'évolution. C'est la mort. Qui aime le diable? Qui va chanter sa chanson? Qui aime le diable et sa chanson? J'aime le diable, j'aime sa chanson. J'aime le diable et j'aime sa chanson. C'est terrible. Évidemment, ce genre de pacte, car là, c'est vraiment une invocation pour signer un pacte avec le diable. Alors bien sûr, on est dans le grotesque, on est dans une forme de comédie, mais attention, avec tout ce que j'ai dit auparavant, vous voyez bien qu'à un moment donné, l'équation a commencé à bouger et s'est occupée aussi de certaines choses. Comme tous les pactes, il faut que cela soit signé sur un support infamant, sur quelque chose qui sente la falsification. Eh bien, cette chanson, c'est un plagiat, tout simplement. L'authentique date des années 20. Il est signé et chanté par Doug Bogg, qui était un mineur de fond, carrément. Là, c'est pas Jesse Hughes qui va de club en scène ou dans des clubs gays. Écoutez un petit peu Doug Bogg. Got no sugar baby now, got no honey baby now. All I can do for see peace with you, I can't get along this way, I can't make a living this way. Oh, I've got no. Eh ouais, c'est véritablement formidable. Cette chanson a continué à vivre parce que toutes les œuvres de vie se perpétue, circule. Vous savez, Kiss the Devil n'ira pas plus loin que la salle du Bataclan. Doug Bogg a donc lancé cette chanson et on la retrouve dans les années 50 sur une compilation très très connue, l'anthologie de l'American Folk Music, qui réunit véritablement le sel de la terre américaine, de ses prolétaires, de ses paysans, de ses artistes aussi. Et cette anthologie a nourri toute la génération folk des années 60. Anecdote, quand vous voyez le combat célébrissime entre un gaillard blanc avec sa guitare folk dans Délivrance, le film Délivrance, et qu'il fait un duel de guitare et de banjo, il fait son duel avec un paysan qui est naturellement incarné par un trisomique débile, etc., et qui se révèle être un génie, ce qui est d'ailleurs un manque de respect total, autant à l'égard des personnes handicapées mentales que des génies et que des petits blancs. Bon, on peut considérer que ce guitariste
avait dans sa discothèque, avant d'aller faire cette virée en canoë dans Délivrance et avant de se faire enculer par des paysans, on peut considérer qu'il avait ce vinyle que je vous reconseille chaudement, Anthologie de l'American Folk Music. Voilà, j'ai quasiment fini avec cette conversation sur le rock. Je voudrais qu'on réécoute cette victime des assaillants du Bataclan. They told us if you shut your mouth, we don't kill. Where are the Americans? Where are the Americans? Where are the Americans? They told us if you shut your mouth, we don't kill. Parole du diable. Where are the Americans? Je ne sais pas si c'était les Eagles of Death Metal, en tout cas Jesse Hughes a pu comprendre que sa narration ne fonctionnait plus du tout, car quand il a essayé de se dépatouiller de ce cauchemar dans lequel il a été plongé, il a eu le culturel français qui lui a dit « ferme ta gueule, on te boycotte, tu dégages ». Et depuis, il rame pour essayer de revenir au niveau. Alors Jesse Hughes, on espère que ça lui a amené quelques réflexions également. Je n'en suis pas persuadé du tout. J'ai encore vu récemment un concert qui date de l'année dernière où à la fin de ce concert, il prend sa guitare et il fait le geste de rafaler le public, ce qui montre bien qu'on a aussi affaire à un terrible crétin. En France, de nos jours, nous avons l'émergence de paroles droitardes qui sont incarnées par des personnages, des Papacito, des Baptiste Marchais et bien d'autres. Pourquoi pas? Après tout, moi, ils me font rire de temps en temps. Mais attention aux narrations fermées. Attention à quel maître elles nous... master, hein, à quel maître elles nous amènent. Au genou de qui nous nous prosternons et surtout qui nous entraînons derrière nous. Ah bah oui, là je vous montre ma bibliothèque. Là, ça par contre, je vous le conseille. Bon allez, je vais faire un truc que je fais jamais. Peace and love. Mais selon le geste de la Trinité. We